Donc je vais vous faire cette présentation qui est une vue d'ensemble sur les grands principes de l'observation de la Terre depuis l'espace et l'application particulière aux aérosols et à l'observation des aérosols et des nuages, et puis évidemment un petit zoom sur le cas particulier de Callisphère et comment on peut exploiter les données. Donc ça, c'est la présentation générale qui s'est suivie cet après-midi d'un atelier un peu plus pratique pour l'accès lui-même. Donc là, je reste plutôt sur les principes. Donc je vais balayer très rapidement la partie théorique qui sont les fondements de la physique sur lesquels se base la télédétection spatiale. Ensuite, je vais vous montrer plutôt d'un point de vue instrumental le principe de l'observation depuis satellite, avec quelques exemples de capteurs en service et des produits qu'on peut en tirer. Et puis je finirai avec quelques exemples d'imagerie qu'on peut obtenir des satellites, et puis un tout petit... en transition par rapport à l'atelier de cet après-midi, un petit résumé des services qui sont disponibles au centre de données service ICAR à Lille. Donc sur la partie très générale de la physique de l'atmosphère, avec ce pointeur qui est capricieux, ça doit être Philippe qui me l'a abîmé. Les deux, ils sont passés par là. Bon, c'est pas très grave, je vais m'approcher. Donc là, c'est deux images qui représentent à peu près la même chose. Celle-là, elle est un petit peu plus simple à comprendre sur les principes, et celle-là, je l'aime bien parce que ça donne les ordres de grandeur. Mais en gros, donc dans l'atmosphère, on va avoir les composants atmosphériques qui vont avoir un effet sur le rayonnement, que ce soit la source solaire ou la source terrestre. Donc avec comme principes fondamentaux de la diffusion par les particules dans l'atmosphère, qui est représentée ici et ici, de l'absorption dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a une partie du rayonnement qui n'est pas transmis, que ce soit en descendant ou en montant. Et donc ça va se traduire par, ici on le voit avec différents ordres de grandeur, donc une partie du rayonnement descendant qui va être modifiée par les composants atmosphériques, une partie dans l'infrarouge de rayonnement montant perturbée par à nouveau les composants atmosphériques, et puis notre capteur qui est ici, du coup, va récupérer dans sa direction du rayonnement qui sera largement modifié par les composants de l'atmosphère, et c'est précisément là-dessus que va s'appuyer la télédétection spatiale pour exploiter cette modification et arriver à déterminer ce qui est présent dans l'atmosphère en fonction des modifications qui ont été observés. Au niveau de ces phénomènes d'absorption et de diffusion, si on regarde sur tout le spectre solaire et émissif, donc en allant ici des longueurs d'onde de l'ordre du micron jusqu'à quelques dizaines de microns, on voit ici sur ce premier graphe l'absorption, la somme de l'absorption et de la diffusion. Et donc vous voyez qu'en gris, c'est tout ce qui est bloqué, que ce soit par diffusion ou absorption, et ça c'est plutôt ce qui sera des fenêtres spectrales. Donc en fait, on voit ici l'origine de ces zones grises avec, en fonction des différents gaz absorbants, ce qui provoque cette absorption. Alors sur les tout premiers, c'est vraiment de l'absorption par les gaz. Donc on voit que la vapeur d'eau est la cause majeure d'absorption du rayonnement dans l'atmosphère. Ensuite le CO2, de façon ensuite beaucoup plus marginale, oxygène, ozone, méthane, marginal en termes de spectre, pas tellement en termes, mais même si ça peut être important en termes d'intensité. Et enfin, on voit ici la partie diffusion, donc là qui concerne plutôt les courtes longueurs d'onde. Et donc la somme de tout ça donne cette représentation de l'absorption et de la diffusion. Et ici, c'est la même représentation, cette fois en transmission. Donc là, vous voyez les différentes fenêtres dans lesquelles on a une bonne transmission dans l'atmosphère, c'est-à-dire finalement l'atmosphère ne perturbe pas le rayonnement, et à l'inverse, toutes ces zones où des composants atmosphériques, que ce soit des gaz ou des particules, vont fortement perturber le rayonnement. Et donc c'est sur ces bases que va s'appuyer la télédétection spatiale.
Avec évidemment, si on veut observer des composants ou observer la surface, on va se placer plutôt dans des fenêtres où l'atmosphère est à peu près transparente, des fenêtres spectrales, j'entends. Et on va exploiter tout ce qui est perturbation de la transmission du rayonnement pour justement déterminer quels sont ces composants qui l'ont perturbé. On va évidemment rechercher à s'appuyer sur des caractéristiques instrumentales qui vont permettre au mieux de caractériser ce rayonnement. Donc on a déjà parlé de la dépendance spectrale de ces perturbations. On a vu, alors c'est schématisé sur le premier graphe, mais la dépendance directionnelle. Quand on parle de diffusion, on voit qu'il y a tout de suite une forte dépendance directionnelle de cette perturbation par diffusion. Et je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on a aussi comme dernière caractéristique qu'on peut exploiter la polarisation. On a quelques instruments qui permettent de faire ça et qui vont du coup, en exploitant ces caractéristiques, nous permettre de mieux cerner ce qui a perturbé le rayonnement. Bon, ça c'est une trivialité, évidemment, on recherche les conditions d'observation qui permettent ce qu'on veut observer, je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est une évidence. Et par contre, oui, tout ça c'est bien beau, mais on a dans tous les cas des contraintes à prendre en compte, c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout observer comme on veut, il y a des contraintes de coût, de technologie, et c'est ce qui va être limitant dans l'observation spatiale d'une manière générale. Ça, c'est un petit récapitulatif des moyens d'observation de l'atmosphère. Alors, bon, Philippe s'est étendu sur les, sans insinuer quoi que ce soit, sur l'observation au sol. Alors, c'est ce qu'il y a historiquement de plus répandu. Alors, pourquoi? Parce que le coût est relativement modéré. On a une mise en œuvre assez simple. Il suffit de planter un photomètre. C'est plus simple que d'envoyer un satellite. Alors il faut construire le photomètre, mais la mise en œuvre elle-même est assez simple. Par contre, le gros inconvénient, c'est qu'il y a une couverture spatiale vraiment, quand je dis limitée, en fait, elle est médiocre, puisqu'on peut avoir quelques photomètres ici et là, et pas beaucoup plus quand il s'agit par exemple des aérosols. On a ensuite tout ce qui est ballon-avion. On a eu une question là-dessus, mais donc il y a quand même de l'instrumentation aéroportée, que ce soit sur ballon ou sur avion, qui permet d'atteindre des rayons d'action un peu plus grands que le sol. Mais évidemment, le coût est plus important. On a une mise en œuvre assez complexe parce que c'est pas si simple, on a vu, avec des problèmes de géométrie, de visée, ce genre de choses. Et puis enfin, donc, la télédétection spatiale. Alors là, c'est la solution miracle pour observer tout le temps en continu. On a un satellite qui fait des observations pour nous, qui passe partout et qui envoie toutes ces données en continu. En tout cas, c'est le principe souhaité. Mais évidemment, coût très élevé et la mise en œuvre, évidemment, extrêmement complexe, que ce soit pour opérer satellite ou ensuite exploiter les données. Là, je vais passer en revue, mais assez brièvement, les différents types de satellites qui sont sur le marché, si j'ose dire. Alors on a ici, je commence par ceux-là parce que c'est les plus anciens, les satellites géostationnaires qui ont été mis en orbite au départ pour les applications météorologiques, mais qui depuis ont largement évolué vers une exploitation plus scientifique des données, ou plus recherche. Je ne veux pas dire que la météo n'est pas une science. Donc les satellites géostationnaires qui orbitent à 36 000 km d'altitude ont l'avantage d'avoir une très bonne répétitivité des observations. Vous voyez ici sur un disque Météosat, alors ça c'est la journée d'hier. Vous voyez qu'on voit le soleil se lever, du lever au coucher du soleil. On voit, et pendant toute la nuit aussi d'ailleurs, on voit le globe. Donc on a largement de quoi observer les phénomènes qui se déplacent notamment, donc ça, toutes les images météo sont assez bien connues. La géométrie d'observation est assez simple, à part la rotondité de la Terre qui est à prendre en compte avec une certaine distorsion géographique. À part ça, on observe toujours la même chose, donc c'est assez simple à comprendre. Par contre, on a un champ de vue limité puisqu'on observe toujours le disque à un endroit, ce qui fait que pour couvrir la Terre entière, ce qui est en général puisqu'on recherche la couverture spatiale avec les satellites, il nous faut au moins 5 satellites, ce qu'on a de fait. Les agences météo ont déployé plus de 5 satellites sur les régions du globe pour pouvoir avoir la couverture globale autour du globe. Voilà, et un des inconvénients, mais qui n'est pas trop problématique pour les aérosols, c'est qu'on ne peut pas observer les pôles à cause du champ de visée pour lesquels on est trop près de la Terre pour pouvoir voir les pôles.
Voilà, je passe à la suite. Les autres types de satellites, alors finalement beaucoup plus répandus